Bonsoir, bonjour pour ce pas live, puisque la chaleur a décidé que c'était mort. Je sais pas si c'est la chaleur, mais il faut bien blâmer quelque chose, et donc ce sera la chaleur pour ce soir, puisque nous allons en souffrir. Donc, Oui, il fait actuellement 31,7 degrés. 31 degrés 7, Paris sur la température qu'il y aura à la fin de la vidéo, 32,3. 32,3. 31,8. Je pense qu'on va être rapide. 31,9. Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé que ce serait long. Non, non, on va donc ce soir, ce matin, quand vous regarderez le replay, puisqu'il n'y a personne sur ce live, puisque ce n'est pas un live, nous allons classer tous les romans de Rachel Reed. C'est assez parfait, je trouve, de faire ce classement pendant la canicule, puisque nous allons parler de hockey. Hockey, un sport que je ne connais absolument pas. Je tiens à faire un shout-out à Imane, qui est la personne qui m'a fait plonger dans Heated Rivalry avant que la série sorte, donc j'y étais avant que ce soit mainstream, et du coup Maury aussi. Elle m'a, pour l'anecdote, attrapé à la sortie du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et m'a dit « Il y a Heated Rivalry qui va sortir, je suis en direct avec des amis canadiennes pour une dédicace avec les acteurs et l'autrice. » Et donc, il m'a né à une dédicace des acteurs et de l'autrice. Voilà, j'espère que les gens qui regarderont cette vidéo seront jaloux d'elle. Moi, je le suis. Mais bref, elle m'a montré une vidéo de la scène de la série où les acteurs sont dans la salle de sport, qui était genre en teasing, et j'étais comme, bon bah, il faut que j'aille voir ça. Parce que je n'étais pas encore docteur en yaoi, mais il fallait que je m'informe des derniers rebondissements du yaoi pour que ma thèse soit à jour. Ma thèse ne mentionne hélas pas Heated Rivalry, mais j'en ai parlé lors de ma soutenance. Donc j'étais on point. Anyway, pour se rafraîchir avec ce petit hockey, j'ai préparé comme d'habitude, j'en fais depuis maintenant 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais des tier lists sur internet. Je crois que tu disais le hockey, j'étais en mode attends, j'ai pas tout suivi. Non, mais j'ai fait une tier list thématique de hockey. Donc nous avons tout en haut deux des meilleurs goals. J'ai regardé un top 10 des meilleurs goals de hockey. Je crois que c'est même trois des meilleurs goals. Donc on a le goal 802, le Miracle on Ice et le Between the Legs goal, qui sont des bons goals, mais le goal 802 c'est vraiment le meilleur des goals. Le Miracle on Ice c'est genre le deuxième meilleur des goals, et ensuite c'est genre, je sais pas, le cinquième. Mais c'est-à-dire, c'est genre un type de goal ou c'est vraiment un goal unique? C'est un goal unique qui Ah s'est oui, passé ok. pendant un match spécifique, et je Ok. vous partagerai en description le top des goals. Mais j'ai Ok. aussi mis en bas les worst goals, parce qu'on aime cette série, mais on n'aime pas tout. Et donc, j'ai choisi les noms qui étaient marrants, en fait, parce qu'ils n'étaient Ah pas oui. classés dans les worst goals. Donc, on a No Glove, No Love et Tommy Salo uses his head, qui sont un peu rigolos. Ok. C'est assez rapide. Il y a des petites vidéos des goals, d'ailleurs, si vous voulez aller regarder sur les vidéos que je vous passerai. Voili voilou. C'est un peu bizarre de ne pas avoir de chat, mais on va tâcher de faire quand même avec. Le fait que le hockey ce soit rafraîchissant, ça me fait penser qu'il fait tellement chaud que parfois je regarde des vidéos de gens dans la forêt ou genre dans l'eau et ça rafraîchit psychologiquement. Bah écoute, tant mieux. Voilà, bon pas beaucoup hein, mais un peu quand même. Moi, vais me rafraîchir matériellement avec ce verre d'eau à la vôtre. Bref, Heated Rivalry, du coup, euh, c'est Un livre. un livre à la base, une série phénomène, mais c'est surtout une série de Rachel Reed, une autrice canadienne qui fait des fanfictions de hockey. Enfin, à la base, alors, je vais vous faire la origin story. Donc, on va parler du premier roman de la série qui s'appelle Game Changer. C'est son premier roman aussi. Fun fact, nous avons commencé notre carrière dans la littérature la même année, en 2018. C'est pas The Shoot You Take son premier livre? Pas du tout, c'est son dernier. Ah, ok. Mais c'est marrant parce que c'est dans celui-là qu'elle a marqué dans le truc à mes parents, désolé pour les scènes de sexe, alors que s'ils ont lu ceux d'avant, bah ils ont bien lu des scènes de sexe Peut-être ils d'avant. les ont pas lus, peut-être elle leur dédie celui-là en mode lisez-le et. Ah ok, du coup j'avais... Mais c'est vrai qu'en le lisant, je me disais c'est marrant, déjà il y a 2024 dedans, et ensuite ça, on dirait pas que c'est un premier, mais le sorry pour les scènes de sexe, je pensais que... C'était ta seule idée. Mais bref, on en parlera à la fin, puisqu'on va faire ça chronologiquement. Donc Oui, oui. ne va pas trop vite en besogne. Donc, Rachel Reed, pour la. J'ai pas dit mon avis, hein. Oui, c'est vrai. Donc, Rachel Reed, pour la petite histoire. Donc, cette autrice, elle a commencé par publier sur Archive of Our Own, qui est un site de fanfiction. Et au début, attention, le chat est en train de vouloir manger la plante. Je l'observe. Au début, elle voulait. Elle voulait publier sa fic, mais elle savait pas que sur. C'est ce qu'elle raconte, c'est sa version. Elle voulait pas que sur Archive of Our Own, le chat est en train de manger la plante. Et je ne vous montrerai pas des images car c'est un massacre, avis aux âmes sensibles. Non mais je te jure.
Elle est combative en plus. Donc, Rachel Reed voulait publier sa fanfiction sur AO3. Comme elle ne savait pas qu'on pouvait y publier des fictions originales, elle a fait passer Game Changer pour une fanfiction Captain America, puisqu'elle était très active dans le fandom Marvel. Sauf qu'à la base, elle l'avait pas pensé comme une fanfiction. C'est après coup qu'elle en a fait une fanfiction. À la base, elle l'avait pensé comme une fiction originale. Et du coup, elle a basiquement transformé sa fiction originale en fanfiction. Mais il existe une version fanfiction. Le chat est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Il existe une version fanfiction de Game Changer qui a un peu circulé, où donc le héros, qui s'appelle Scott Hunter, est Captain America. Voilà pour la petite histoire, pour le lien avec la fanfiction, sachant que ça se fait assez souvent de transformer sa fanfiction en récit original, ça se fait depuis les années 80, mais mais c'est plus rare cet état de fait où tu as transformé ton récit original en fanfiction que tu retransformes en récit original. Est-ce que je t'avais déjà raconté ça? Non. Tu es en train de défoncer mon bureau. Je me suis fait mal au genou. Oh non, la porte est fermée, donc le chat ne peut plus revenir. Mais je vais peut-être gagner mon pari de température du coup. C'est vrai. Mais soyons rapides et efficaces. Game Changer, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que tu veux résumer? Ah, le premier livre, Ouais. c'est l'histoire de Scott Hunter, Yes. qui est un hockeyeur, Yes. mais qui fait du hockey depuis un certain nombre d'années. Et là, il est pas dans ses bonnes années. Genre, c'est un peu, il joue pas très bien, et donc il se sent pas hyper bien par rapport à ça. Et il adore les smoothies. Et donc un jour, il va prendre un smoothie dans un truc qui vend des smoothies. Et il rencontre Kip, qui est le bartender du smoothie. Le smoothie tender. Le smoothie tender. Et oulala, il crush sur lui. Et donc il revient souvent prendre des smoothies. Ouais. Et il prend Brooklyn on the je sais pas quoi, un smoothie aux myrtilles. Et c'est tout un truc, c'est toute une histoire. Et bah ouais, Kip lui rajoute de la banana à Non, l'intérieur. ça c'est que dans la série. Il ne rajoute même pas de la banana. Alors attends, on va parler de la série après, parce que ce livre est adapté en un épisode de la série. Euh, Bref, voilà, c'est l'histoire d'amour entre un lambda, ça fait vraiment très fanfiction, donc c'est normal que les gens pensent que c'est une fanfiction in the first place, et aussi, bon, bref, peut-être que c'était une fanfiction in the first place. Bref, Kip, le mec ordinaire, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, Oh, qui il aime est quand l'art. même doué à l'école. Enfin, genre, il va à la fac, enfin, il veut aller à la fac, ou je sais pas, il y a des trucs avec la fac. Enfin, il est doué académiquement. Il est doué académiquement, mais il se cherche un peu, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Il est un peu plus jeune que Scott, mais genre ils ont genre 2 ans d'écart dans le livre. Et il est pauvre. Et il est pauvre. Et Scott est un joueur de hockey super célèbre, orphelin, qui a bénéficié de bourses pour faire du hockey, qui est Ah un oui. génie, qui est le capitaine des New York Admirals, et qui doit rester dans le placard. Il y a ce gros enjeu sur ce tome. Alors que l'autre a des parents qui l'aiment. Ouais, parce que du coup, Et il a ça. une sœur, non? Ouais, il a une sœur. Keep, c'est pas très important. Mais du coup, en fait, il y a tout un enjeu autour de la NHL, qui est du coup la ligue de hockey nord-américaine, donc canadienne-américaine. C'est dans la NHL que se passent tous les romans de cette histoire, et ça vient aussi de la fanfiction, puisqu'en fait, il existe des fanfictions sur les vrais joueurs de hockey, et je pense que c'est de là que vient Rachel Reed, et elle s'est d'ailleurs inspirée de 2 vrais joueurs de hockey, j'ai perdu leur nom, pour les personnages de Heated Rivalry, et du coup, elle a fait une espèce de fanfiction. Elle a dit aussi qu'elle avait voulu imaginer un monde où ce serait possible qu'un joueur de la NHL puisse être out. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucun joueur out en l'état qui font partie de la ligue de hockey du coup nord-américaine. C'est incroyable. Mais dans d'autres endroits, oui. Dans d'autres endroits, je sais pas. Point d'interrogation. Question. Imané. Faites-nous des commentaires si vous savez et que vous êtes très très fan du hockey. Parce que nous, on connaît pas très bien le hockey. On connaît vraiment pas bien le hockey. Mais du coup, il y a tout l'enjeu vraiment de Kip est obligé de rester dans le placard pour son mec, pour garder cette relation. Et il retourne un peu dans le placard puisque Scott est dans le placard. Donc il peut pas sortir dans la rue et tenir la main de son mec, il peut pas faire ce genre de choses vu que son mec est célèbre en plus d'être dans le placard. C'est cette tension-là que j'ai bien aimé dans le livre. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh... j'ai pas aimé de ouf, mais par rapport à d'autres, j'ai quand même plus aimé.
Moi j'ai aimé tout le moment où c'est un peu justement la découverte de qui s'aime, et puis ensuite que c'est la tension et tout. Mais après, une fois qu'il y a plus de tension et que ça se résout, j'étais un peu genre, voilà. C'est un Euh, problème récurrent, ça. oui. Et et je trouve, enfin, bon, j'étais un peu, je sais pas trop quel adjectif utiliser, mais par rapport au fait que Scott, il a quand même énormément d'argent et que il est vraiment en mode. Moi, j'aime bien, j'avoue. Oui, mais je comprends que l'autre soit pas à l'aise et ça fait quand même une différence un peu entre eux Non, mais c'est vrai. qui est pas évidente et qui est pas. Enfin, c'est un peu évoqué, mais pas plus que ça non plus. Alors que, en vrai, je trouve que. Parce que ça veut aussi dire que Scott, il évolue globalement, vu qu'il est orphelin et tout, avec que des gens qui ont beaucoup d'argent autour de lui, parce que globalement, il évolue avec ses camarades de hockey, quoi. Donc tout le monde est très, très argenté. Alors que Kip, pas du tout. Et ça peut quand même faire un clash qui est pas. Qui est vite fait mentionné, quoi, mais pas plus que ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, le début m'a fait horriblement chier. J'ai mis atrocement de temps à le lire. C'est le dernier de la série que j'ai lu. Mais après, j'ai lu The Shot You Take. J'ai trouvé la partie intéressante, c'est quand il y a tout le drama de Kip qui commence à se sentir très mal de rester dans le placard de force. En fait, j'ai trouvé ça très justement décrit. J'ai trouvé que c'était le moment où vraiment on sentait qu'il y avait une capacité au réalisme psychologique chez Rachel Reed qui jusque-là était restée très fanficky, très en surface, très on s'aime et c'est cool et on est beau et on est jeune et l'un d'entre nous est riche. Et enfin, c'était un peu trop idéal et moi ça me gavait un petit peu. Là, c'était vraiment dans le réalisme émotionnel et ça m'a pris alors que tout le reste du bouquin j'étais comme oh quelle purge. Mais c'était aussi son premier roman, donc on peut dire que ça a des défauts du premier roman. Le rythme il est un peu pété, même si je trouve qu'elle a toujours des problèmes de rythme sur la suite, notamment c'est un truc qui vient aussi de la fanfiction, parce que dans la fanfiction, on va sur ce qui nous fait plaisir. Elle évite beaucoup le conflit. Mais celui-là, c'est vraiment pas son pire au final, même si l'épisode de la série est trop chiant. Je trouve aussi que c'était pas assez mis en valeur et abordé le fait que quand tu fais du hockey, t'es en déplacement tout le temps. Mm. Et c'est vite fait abordé en mode oui, tu vas me manquer, je sais pas trop quoi, machin. Mais enfin, en vrai, enfin, ils sont pas souvent là, quoi, les gens. Enfin, quand toi, t'es quelqu'un qui reste comme dans une ville. Et ça a quand même un impact dans les relations, j'imagine. Donc, bon. Bref, on le met où? On le met où? Between the Leg Goal. Ouais, j'allais le dire. Je pense que c'est un Between the Legs Goal. Il est au milieu, c'est le starter, c'est un petit peu à l'aune de ce livre-là qu'on va comparer les autres. Et je trouve que ça fait tout à fait sens. On passe à la partie intense. Ah, j'ai mis la série parce qu'on parlera de la série. Mais commençons par parler du livre Heated Rivalry. Est-ce que tu veux résumer ou pas? Vas-y. Non, j'y vais. C'est l'histoire de Shane et de Ilya. Et alors, lui, ce livre-là, il a la particularité de se passer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années différentes parce qu'on les suit pendant quasiment 10 ans, je crois. Ouais. Donc, au démarrage, c'est quand ils sont tous rookies, donc tout le début de leur carrière de hockey. Et globalement, on les suit comme ça de tous les 6 mois, ou je sais pas, enfin, à chaque match où ils se voient. Et donc, au début, ils sont rivaux, mais il y a quand même une tension sexuelle dès le démarrage. Et donc, bah, ils s'embrassent, ils couchent ensemble, mais ils sont pas ensemble, ils disent pas les trucs, ils se parlent pas pendant 6 mois, etc., etc. Et bon, ils finissent ensemble. Alors, je vous spoil, voilà. Euh... C'est pas vrai. Et il y en a un du coup qui est canadien. Pardon, j'avais québécois dans la tête, mais qui est canadien Il n'est et pas québécois, il est non, seulement canadien. et qui est du coup euh, une équipe canadienne. Et l'autre, à la base, il est dans une équipe américaine, non? Oui, c'est ça. Et il est russe. Il est pas à la base dans une équipe américaine. Tout le long du tome, il est dans une équipe américaine. Non, au tout début, je crois qu'il est dans une équipe russe. Mais avant qu'il intègre la NHL, en fait. Oui, mais je crois qu'au tout début, bon, bref, on s'en fout. Voilà, et du coup, il est russe. Ça, ce qui a quand même un impact pour l'histoire dans le sens où l'anglais, c'est pas sa langue maternelle et du coup, ça peut rendre difficile la communication parfois. Hmm. J'ai trouvé que... Bah, j'ai découvert la série avant le livre.
J'ai trouvé que ça adaptait très bien le livre, que la performance des acteurs, la façon dont c'était filmé, effectivement, ça améliorait le livre, qui a des défauts de rythme, comme tous les livres de Rachel Reed, et le problème qu'elle résout. Enfin, je trouve que, justement, alors, elle évite les conflits dans beaucoup de livres, mais dans celui-là, je trouve qu'on a une tension qui dure très longtemps et c'est très agréable. Et en fait, on a cette espèce de double effet du fait qu'ils sont rivaux, qu'ils doivent pas et qu'ils baisent en secret. T'as un peu cette espèce de double effet de ils baissent tout le temps, donc ça c'est cool parce que la plupart des autres livres, en fait, attends, montre-moi, pas Game Changer, ils baissent vers le milieu, mais genre, je sais pas, en dessous. Dans celui-là, genre dès la première page, ça baisse, donc vous dites tout ça, ça s'active. Dans Tough Guy, le troisième, ça va être genre cette proportion-là, ils font du sexe et juste avant ils n'en font pas. Parce qu'il y a cette espèce de truc de, c'est une résolution d'avoir une interaction sexuelle. Dans The Shots You Take, c'est encore pire. Mais du coup, on a à la fois du smut en quantité et à la fois une tension. Et ça, c'est vraiment cool parce que l'enjeu, c'est pas qu'ils couchent. Parce que souvent, dans la romance, le fait de coucher ensemble, c'est une résolution d'une question de on arrive enfin à être intime. On a dépassé les choses qui nous empêchaient d'être ensemble. Dans Heated Rivalry, même s'ils couchent ensemble, ils ne peuvent pas être ensemble. Et donc, on a le meilleur des deux mondes, je trouve. On a la tension et on a le smut. Et le smut est assez intéressant. Oui, après, elle a réussi à faire durer la tension longtemps parce qu'elle a fait un truc qui fait que c'est sur 10 ans. En fait, je pense Je crois que aussi. c'est sur 7 ans, pas 10. Je suis pas sûre. Mais, mais du coup, ça lui permet de faire durer la tension plus facilement pour elle, je pense. Hmm. Il y a du 2009 jusqu'à du 2019, tu dirais. Bon, bref, pardon, c'est pas très intéressant. Je suis comme 10 ans. Bon, écoutez, vous nous direz en commentaire de toute façon. Euh, oui. Mais les personnages sont plutôt attachants, même si on a tous les deux remarqué que Shane était plus attachant dans la série Ah ouais, que dans vraiment, le livre. l'acteur, il a su lui donner une flavor particulière et tout, parce que dans le livre, il est un peu plus plat, malheureusement. Ouais, mais ce qui est aussi un peu du gâchis, c'est que dans le livre, Rachel Reed aborde très très peu le fait qu'il est métis canadien, blanc, japonais. Et, euh, et du coup, ça a été beaucoup développé dans la série, et plus incarné, et plus montré comme un enjeu pour lui. 2009-2017. Ah, tu vois, donc ça fait 8 ans. J'y étais presque, j'étais plus proche de la vérité. Bravo. Et à côté, la série Mais développe il bien fait ça. 32 degrés. J'ai déjà perdu. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus que le banter est très bien, les dialogues sont très chouettes. C'est un des trucs qu'on a aussi constaté en lisant d'autres textes en anglais, c'est que Rachel Reed était forte à ça, aux petites répliques qui font mouche, quoi, qui sont assez intraduisibles en français parce qu'on a moins cette culture-là. On a une culture du bon dialogue, mais on n'a pas la culture du banter, alors que les Américains sont très dans la culture du banter, les dialogues à la Joss Whedon dans Buffy, si vous voyez, et c'est plus ou moins réussi, mais Rachel Reed est assez forte à ça. Et dans ce livre-là, du coup, évidemment, vu qu'il s'envoie des fions tout le temps, ça marche très très bien. Oui, et puis il est vraiment très très charismatique, donc ça ajoute. Ouais, parce que du coup, comme c'est un univers partagé jusqu'à Time to Shine, il y a repop dans d'autres livres et à chaque fois qu'il pop, t'es comme content parce que t'es comme ah, il va se passer quelque chose de sympathique. Du coup, où est-ce qu'on le met? Bah, en fait, je suis en train de me dire, je me demande si on n'a pas mis trop haut celui d'avant. On peut le baisser, hein. Parce que par rapport à comment je veux classer les autres, si lui il est déjà au milieu, ça. Est-ce qu'on peut le mettre en jaune et je vois après? On le met, on descend Game Changer dans No Glove, No Love, et du coup, on met Heated Rivalry où? Hmm. Franchement, je crois que je le mettrais en orange. Enfin, Miracle non, on Ice. celui d'en dessous. Between the Legs Go. Ok. Ouais. Mais à réajuster peut-être, mais je crois que je le mettrai là pour le moment. On réajustera au fur et à mesure. Euh... Ouais, voilà, bah ça me semble assez juste. Mais je l'aurais peut-être mis plus haut si je l'avais vu avant de voir si je l'avais lu avant de voir la série. Parce que je trouve que la série, elle a quand même donné des petits trucs en plus qui font que du coup, quand j'ai lu le livre, bah ça m'a manqué.
Ouais, c'est vrai. Et puis, tu pas la surprise de la Voilà. découverte et tout. Donc voilà, peut-être qu'il aurait été plus haut si je les avais vus, enfin si je les avais découverts à l'inverse. Ça a quand même un impact, je pense. Ouais, mais un truc qui m'énerve dans la réception de la série, c'est que souvent les gens disent que Rachel Reed, elle a aucun mérite et que le mérite de l'adaptation revient à Jacob Tierney. Et c'est vrai qu'il a enhance le matériau, je ne vais pas le nier, mais il y a des choses qui viennent vraiment mot pour mot du livre, et c'est souvent les banters, toutes les bonnes répliques, toutes les citations de Heated Rivalry, c'est Rachel Reed qui les a écrites quand même. Néanmoins, je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré dans l'adaptation de la série. J'y reviens, si on peut en mettre deux mots. Ils ont beaucoup amélioré leur adaptation de Game Changer, puisque du coup, Heated Rivalry adapte Heated Rivalry et Game Changer. Et il y a l'épisode 3 qui est dédié à Game Changer. Et dans Game Changer, ils ont rajouté des caractérisations pour les personnages, notamment ce dialogue sur les serial killers ou les mass killers que j'ai trouvé assez rigolo, qui n'est pas dans le livre. La banane dans le smoothie. La banane, ils ont rajouté une banane dans le smoothie. Et les blueberries sur les chaussettes. Ah oui, non, parce que dans le livre Game Changer, le mec lui offre juste des chaussettes bleues en souvenir du smoothie qu'il lui offre. Je tiens à dire que Rachel Reed a un problème avec le bleu. Voilà. Si vous lisez tous les livres, vraiment, ces personnages, je pense que 70% ils s'habillent en bleu, 70% ils aiment le bleu. Elle a une petite obsession sur le bleu, je crois. Je sais pas. Canada. C'est très bleu comme pays, j'en sais rien. Mais oui, il y a. Tu m'as fait perdre le fil. Il y a le dialogue, il y a le. Oui. Donc, juste pour préciser, il lui offre dans la série des chaussettes avec des bananes dessus, alors que dans le livre, c'est juste des chaussettes bleues, ce qui est la chose la plus nulle au monde à offrir à quelqu'un. Il est comme je dois lui faire un beau cadeau de Saint-Valentin qui le fera penser à moi, il lui offre des chaussettes bleues. C'est pas des chaussettes avec des blueberries? Non, c'est des chaussettes bleues. C'est littéralement Non, juste. dans la série. Dans les aliments, c'est avec des bananes. Je suis pas sûre. Si, c'est avec des bananes. C'est totalement avec des bananes, c'est 100% avec des bananes. D'accord. J'ai gagné sur ça. Même si ça se trouve, les commentaires vont dire non, c'était totalement avec des blueberries, mais je suis sûr que c'est des bananes. Je sais pas, j'ai un doute. Anyway, la série est très bien, c'est ce qui nous a fait plonger dedans. On se l'est vu 2 fois en plus, alors que toi, t'as du mal à regarder les séries 2 fois de suite. C'était agréable à regarder. Et les personnages sont vraiment très charismatiques dedans. Les acteurs sont vraiment très bons. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire dessus? Regardez-la. Regardez, ne la snobez pas, ne commencez pas comme un de nos amis que je ne citerai pas, qui ne va pas regarder la vidéo de toute façon, par regarder Off Campus. Petite précision, Off Campus, le bouquin est sorti en 2015, donc techniquement avant ce qu'a fait Rachel Reed, mais je pense que toutes les romans sur le hockey sont inspiré des romances, des RPF qui sont plutôt queer à la base. C'est comme l'Omégaverse, c'est les fictions, les romans Omégaverse hétéros qui commencent à sortir alors qu'à la base, ça vient de la fanfiction queer. Bref, c'était ma digression, c'est pas grave. Si je suis pas clair, dites-le moi en commentaire et je clarifierai. Mais tout ça pour dire, les hétéros piquent des trucs au queer, même si ça donne l'impression que Heated Rivalry est arrivé après Off Campus. En fait, c'est Off Campus qui a tout pompé. Voilà. Et la série, en tout cas, a volé les stratégies marketing enfin, les pubs de Heated Rivalry. Vraiment, c'est les visuels, c'est les mêmes et c'est vraiment terrible. Et un peu pathétique. Ils sont vraiment comme, ce qu'on a retenu du succès de Heated Rivalry, c'est pas on veut plus de romances queer, c'est on veut plus de romances de hockey. Et ça, c'est vraiment triste. Oui, c'est clair. Anyway, nous passons au meilleur livre que nous allons pouvoir remontrer. Pas de suspense. Tough Guy, le meilleur livre. En fait, à la base, je voulais pas lire tous les livres. Je voulais commencer par lire, je voulais lire Heated Rivalry et The Long Game, et j'avais aussi pris Common Goal parce qu'on m'avait dit c'est le plus kinky, donc ça m'intéressait. Et puis, en fait, comment dire, dans The Long Game, c'est un peu les Avengers. T'as tous les personnages de Game Changer qui apparaissent et qui ont un petit impact dans la vie de Ilya et Shane, puisque The Long Game reprend l'histoire de Ilya et Shane. Et donc, genre, au tout début, t'as un chapitre avec les personnages de Tough Guy qui apparaissent, et j'étais comme, mais qui sont ces divas? Genre, je dois les rencontrer, et donc, genre, 2 jours après, je suis allé acheter le livre, j'étais comme, non, I need to know them, et donc j'ai droppé The Long Game pour aller lire Tough Guy, qui est mon livre préféré. Veux-tu le résumer? Non, vas-y. D'accord. Tough Guy, c'est l'histoire de Ryan Price, qui est du coup un... Comment ça s'appelle?
le mec qui tape au hockey, je ne sais plus le nom, mais c'est un rôle particulier et apparemment c'est un rôle dans le hockey nord-américain et et qui est pas un rôle qu'on a dans le hockey européen par exemple. Et donc il doit basiquement taper les gens qui s'attaquent à leurs joueurs stars parce que c'est un sport assez violent et il est extrêmement angoissé par cette situation, ça le met hyper mal. Il a des crises d'anxiété en fait et c'est pour ça qu'il vient. Très grand et baraqué. On lui a mis sur ce rôle parce qu'il est grand et baraqué effectivement. Et donc il est trade parce qu'il fait des crises de panique sur la glace, mais il prend des cachets, il voit un psy, etc., etc. Il se trouve que dans sa jeunesse, c'est un truc qui se fait en fait avec les mineurs qui sont dans des équipes de hockey. Elles sont hébergées par une famille de fans de hockey et du coup ils vivent avec eux tout en allant dans leur équipe et suivant des cours, etc., etc. Et dans cette famille où il a été accueilli, il y avait un adolescent qui s'appelle Fabian Sala et un autre. Je crois que il y a eu 2 personnages non blancs dans toute la série, et c'est du coup Shane et Fabian. Et Fabian est d'origine libanaise, si je ne me trompe pas. Et du coup, et ça n'a carrément, enfin, ça n'a pas d'impact dans l'histoire de toute façon, puisque Rachel Reed est une autrice blanche qui écrit avec ses biais. Voilà. Donc Fabian et lui sont tombés amoureux sans se le dire quand ils étaient jeunes. Il y a eu des petites tensions, sachant que Fabian est dans une famille de fans de hockey, alors que lui, il en a rien à foutre du hockey, que c'est un artiste qui joue très très bien du violon, qui compose ses propres chansons, et donc il y a des tensions avec sa famille. Laisse-moi finir mon résumé, ensuite tu pourras intervenir. Non, tu veux dire quelque chose? C'était juste pour dire sans se le dire et sans le remarquer l'un pour l'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement qu'ils se le sont pas dit, ils ont pas capté que l'autre était in love aussi, enfin, avait un petit Si, ils l'ont capté, mais sans le capter. C'est genre, ils ont senti qu'il y avait des tensions, mais ils ont pas osé dépasser le. Si, ils l'ont senti. Ils l'ont senti. Ils ont tous les deux ce truc au coucher du soleil sur le ferry ou je sais pas quoi. Bref, il se revoit par hasard parce que du coup il a été trade dans la ville de Toronto, qui a du coup apparemment une communauté queer assez vibrante, et on avait un peu vu la communauté queer de New York dans Game Changer, mais c'était resté très léger avec le personnage de Kip qui fréquente le Kingfisher, qui est du coup un bar gay mais pas un club gay, parce que voilà. Alors qu'avec Fabian, on est vraiment projeté dans la commu gay de Toronto que Rachel Reed a l'air de connaître. On a ses potes gays et tout, enfin c'est vraiment très très chouette d'avoir cet aspect-là, puisque comme beaucoup de romances, du coup on a le point de vue des 2 personnages dans toutes ces histoires, on ne l'a pas précisé, et donc ils vont reconnecter, sauf que, comment dire, Fabian ne supporte pas le hockey, ne supporte pas de voir l'effet que le hockey a sur Ryan, et donc la tension va un peu découler de ça. Et c'est très bien, ça parle de masculinité toxique, ça parle de la difficulté à être gay dans le monde du hockey, ça parle de la difficulté à être assigné à un rôle de grosse brute alors qu'on a un petit cœur tout mou. Et ça parle aussi du côté de Fabienne de la difficulté de, disons, pas être accepté par sa famille de jocks quand tu es un petit artiste, un petit theater kid. Et ils sont trop mignons, c'est le meilleur sexe de la série. Ils ont des trucs. C'est hyper créatif. C'est ça, c'est très créatif, notamment ils parlent beaucoup, ils échangent beaucoup, c'est vraiment très très bien. J'ai trop aimé, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, et c'est ironique parce que c'est le plus fin de toute la série, ça m'énerve trop. J'ai remarqué ça en sortant les livres, j'étais comme, Moi, j'avais remarqué, moi, c'est déjà. le plus petit, pourquoi est-ce que c'est le plus petit alors que c'est le meilleur, ça m'énerve trop. Also, la couverture est ignoble. Oui, attends. Ah, j'ai refait une couverture, du coup, je vous la mettrai en meilleure qualité. C'est flou ou c'est pas flou? C'est un peu flou, ouais. Mais c'est beau, vous voyez, c'est quand même plus joli que la couverture. C'est plus réaliste aussi. Genre, un mec gay fabuleux s'habillerait pas comme le mec horrible de la Non, mais couverture là. ça, c'est un crime contre l'humanité, genre vraiment. C'est homophobe. Mais bon, tout le monde le dit. Moi, j'ai un peu de la peine pour la personne qui a fait la couverture parce que vraiment, tout le monde est en train de dire que c'est trop laid et que jamais Fabienne ne s'habillerait comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, genre vraiment, c'est hideux, quoi. C'est hideux. Et dans le livre, mais sa façon de s'habiller est tellement stylée. Il est tellement, genre, magnifique. Et, enfin, bon, bref. Ouais. Et on nous montre ça. Ouais, non, c'est abusé. Les mots, il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui. Anyway, nous passons à Common Goal. Alors lui, J'ai même pas donné mon avis. Ah, t'as pas dit ton avis. Dis ton Non, avis. parce que je t'interromps pas, et après je peux même pas parler. Prends le micro. Parle. J'ai beaucoup aimé. Ah, pourquoi as-tu beaucoup aimé?
J'ai trouvé ça j'ai adoré les 2 personnages, vraiment. Pour le coup, il y en a pas un que j'ai préféré à l'autre. Je les ai aimés à égalité avec tout mon cœur. Vraiment, ils sont trop, trop choux. J'ai beaucoup aimé que aussi dans l'anxiété de Ryan, c'est pas que sur la glace par rapport à son rôle, etc. Il a aussi extrêmement peur de prendre l'avion, par exemple. Et j'ai trouvé ça très, très chouette comment c'était fait. J'aime beaucoup leur relation. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup critiqué Fabian parce qu'ils trouvent ça scandaleux. Des enfants. Qui Des de, enfants l'ont critiqué sur Internet. Des enfants qui n'ont aucune expérience de vie. il y en a qui sont scandalisés que Fabian il incite entre guillemets Ryan à arrêter le hockey. Euh, Mais en fait, Ryan, il est assez grand pour prendre ses propres décisions. Enfin, je veux dire, s'il choisit de le faire, c'est qu'il a décidé de le faire. C'est pas parce que... Enfin, bon, bref. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on voit les amis de Fabian, qui sont du coup queer et qui sont drôles. Il a notamment une pote qui est assez gênante. Enfin, assez gênante, genre, elle dit des trucs un peu gênants à voix haute Elle met les parfois. pieds dans le Elle plat. met les pieds dans le plat et dans beaucoup de plats différents. Enfin, bon, bref. Ses pieds sont des gourmets, ils aiment bien aller dans tous les plats. C'est dégueulasse ce que j'ai dit. Donc voilà, mais le seul truc, c'est que j'aurais vraiment aimé que la tension dure plus longtemps. Parce que c'est intéressant, en fait, les persos sous tension, et ça build le truc et tout. Et ça se résout un peu trop vite à mon goût. C'est vraiment Ouais, le c'est clair. seul défaut que je trouve au bouquin, mais vraiment, il aurait pu faire un tiers de plus. Et ça aurait été la perfection. Voilà, ça c'est un peu dommage, mais c'est quand même le meilleur d'entre tous. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu énervant parce que moi j'ai vraiment vécu, enfin j'ai eu des sensations, mais dans Game Changer aussi, il y a des choses qui m'ont évoqué mon vécu et des relations passées que j'ai eues. Où il y avait cette espèce de tension, cette incompréhension de la vie de l'autre et tout, et qui fait que genre t'aimes quelqu'un mais c'est pas possible en fait, et en même temps c'est la faute de personne. Et ces tensions-là, genre, je trouve qu'elles pourraient les faire durer plus, mais j'ai l'impression que c'est un peu genre, un peu comme dans une fanfiction, parce que dans une fanfiction c'est genre on va vers le plaisir directement et les lecteurs se connectent à chaque fois pour avoir la suite et ils veulent avoir quelque chose qui, vu qu'ils ont attendu une semaine, vu que c'est publié chapitre par chapitre, ils veulent résoudre le truc vite. Alors que quand Non tu lis mais le roman, c'est tout d'un coup, donc t'as besoin justement de plus d'espace pour vivre le drame. Et genre moi j'avais besoin de plus d'espace de drama sur Tough Guy. puis je suis désolée, mais il y a des fanfictions qui font des kilomètres et des kilomètres de drama. Enfin, ça va pas forcément vite à la résolution. Moi, j'en ai lu des trucs où Ouais, mais ça a duré 1000 ans sur ils vont jamais se mettre ensemble, ils se sont même pas pécho une fois est-ce encore. que c'est pas parce que tu le suivais au chapitre par chapitre? Parce que moi, c'est un truc que j'ai remarqué vraiment dans le fait que ce soit chapitre par chapitre. Et c'est un truc que j'ai remarqué dans un corpus que j'ai étudié pour ma thèse, pour le coup. J'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que tu as suivi la publication au jour le jour ou est-ce que tu as tout lu d'un coup et t'as remarqué que... J'ai lu tout d'un coup. D'accord. Bon. Bah, ça dépend des fanfictions, mais je Oui, tiens oui, quand même à mais dire parce que qu'il ce y a des problème-là vient du sous-genres. feuilleton. Oui, oui, mais il y a des Il y a des sous-genres. sous-genres, mais c'est lié à la publication feuilleton, ce problème-là, je trouve. C'est possible. Je te crois. C'est toi Euh, le et au scientifique. fait que, non, mais c'est pas que ça, mais c'est pas que je suis scientifique, c'est juste, j'ai observé que il y avait la publication feuilleton qui causait ça, et le fait qu'on lit pour le plaisir. Dans la fanfiction, c'est vraiment de la lecture plaisir. Tu lis pas ça pour te challenger, tu lis pas ça, même si une fanfiction peut te challenger et peut changer ta vision du monde, à la base, tu y vas parce que tu aimes des personnages et tu veux les revoir. Donc c'est vraiment la base, c'est le plaisir, donc il y a un espèce de refus du conflit, et je pense qu'elle a vraiment construit ses skills d'écriture dans la fanfiction, Rachel Reed, et du coup elle en a certains tics, notamment ce tic-là, à mon sens. Ce qui ne veut pas dire qu'elle écrit mal, ce qui ne veut pas dire que, genre, elle aura toujours ses défauts, ce qui ne veut pas dire que ce sont des défauts qui gênent tout le monde. Il y a aussi beaucoup de gens qui lisent des romans comme ils consomment les fanfictions, qui cherchent uniquement du plaisir. Moi, j'ai besoin de plus de conflits, ce qui fait que la façon dont je vais juger ces livres va peut-être pas coller avec ceux de la majorité de la communauté. Oui, et après, il y a des gens pour qui le plaisir, c'est le conflit. Oui, Et c'est nous. pour... Oui, non, mais c'est pour ça que dans la fanfiction, t'as les trucs hurt ou hurt and comfort, et c'est typiquement ce genre de truc où Ah non, les... mais dans le Earth Comfort, on a aussi beaucoup qui se résolvent trop rapidement parce que justement, les Parce gens qu'ils sont sont pas comme bien faits. je veux du comfort tout de suite, Parce qu'ils sont pas bien faits. à ton goût, parce que toi, ton plaisir, c'est le conflit. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Euh, Oui, non, et je voulais ajouter un truc aussi, ça fait trop plaisir d'avoir un mec femme, parce Ah que oui, c'est sur des homosexuels et ou des bisexuels, mais des et mecs qui on sont n'a dans des pas de relations gays. masque. Et en fait, moi, ce qui m'énerve trop, c'est que quand j'ai lu Game Changer, j'étais comme, mais Kip est aussi un twink. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un Kip twink dans la série? Ah oui, surtout, il est vraiment, vraiment pas twink Ouais, dans la série. dans la série, enfin, genre vraiment, genre
Il me plaît pas du tout. Je sais qu'il plaît à des gays, tu vois, je sais qu'il plaît à plein de gars, mais je suis vraiment comme Kip, s'il vous plaît, ça doit être un twink. Et c'est même pas une question de ce qu'il te plaît ou ce qui te plaît pas, c'est vraiment une question de ça ne correspond pas du tout à la description du livre. Mais bon, ça, c'est aussi vrai pour Scott qui correspond vraiment pas à la description du livre non plus. Parce que Scott, dans le livre, il est censé être blond et, euh, C'est pas et très grave, ça. bah, dans l'ambiance de comment il est décrit tout le long du livre, c'est très différent je trouve, du mec qui a été casté. En même temps, François Arnaud, Maury, dès qu'il est apparu à l'écran, Maury était comme, ah, le vilain français. On a repéré direct que c'était un francophone. Et Maury était comme, c'est pas notre type d'homme, dirons-nous, Mais voilà. ça va maintenant, je lui trouve un peu de charme, parce que Non, vrai, c'est il vrai, est il a du charme. mimi. Oui, oui, il a du charme et tout. Par contre, l'acteur de Kip, je peux pas. Mais c'est pas sa faute. Ah, je trouve qu'il a du charme, mais bon, bref. C'est pas la question, on passe au livre suivant. Oui, tout à fait. Et bah, du coup, on va parler de Twink. Là, il y a une erreur de casting aussi, puisque Kyle, le blond qu'on voit en premier plan, apparaît dans la série Ted Rivalry. Je me le suis rendu compte au deuxième visionnage. C'est un pote de Kip, donc c'est vraiment un univers partagé. Et là, on va beaucoup revoir Kip et Scott, puisqu'ils sont ils sont à New York aussi, et c'est un membre de l'équipe de Scott qui va découvrir sa bisexualité après son divorce. Mais bref, du coup, le héros Kyle, qui travaille au Kingfisher, le bar où bosse Kip, c'est le bartender. Le bartender, dans la série, il a été casté comme un twink, alors que ce n'est pas un twink pour le coup, il est décrit comme un hunk un peu soigné, mais comme un hunk, donc un mec musclé et tout. Et il est pas blond. Si, il est blond. Ah non, il est brun dans la série. Ah, moi, je trouve qu'avec l'éclairage, on dirait qu'il est châtain. Il est châtain foncé, alors. Si je sais pas. Pour moi, les gens qui sont, enfin, en fait, comme je suis brun, je trouve que tous les gens qui sont châtains sont des blonds. Genre, ça, je trouve que c'est blond, en fait. Ça, c'est pas un jour, ce sera blond ou un jour, ça a été blond parce que en c'est fait, les c'est pas diableries. blond dans la description dessin, tu vois. Genre, blond, c'est jaune. C'est vrai. Dans les coiffeurs et tout, oui, ça peut être blond foncé, machin truc. Anyway, c'est pas grave. Est-ce que tu veux résumer Common Goal? Le mouton noir de Heated Revelry, parce que, attention, il y a un écart d'âge. Oui. Effectivement, ils ont, je crois qu'il a 38, 40 quelque chose. On est sur du 26-40 ans. Ce qui est à peu près la différence d'âge au passage de François Arnaud et Connor Story qui apparemment sortiraient ensemble. Et du coup, des fans aussi disent que c'est du grooming, alors que, a priori, à 25 ans, mon cerveau est formé. Donc si tu veux sortir avec des vieux, écoute. Bah, c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas qu'un paramètre à prendre en compte, il n'y a pas que l'âge, en fait, je trouve. Bah, il y a aussi, pour le coup, c'est quand même assez inégalitaire. Encore une fois, on a un mec turbo riche et un mec qui vient d'une famille riche quand même. Du coup, on n'est pas sur le même écart écrasant que dans Game Changer où tu as un prolo et un milliardaire, un millionnaire. Dans Common Goal, on a un épo, enfin pas un épo, un mec entretenu par ses parents, qui a un appart payé par ses parents à New York, genre à Manhattan, quoi. Et bon, un millionnaire qui joue au hockey. Je trouve pas. Tu trouves pas quoi? Bah, les âges. Les âges. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais je crois qu'il a 26 ans et l'autre en a quasiment 40 ou autour de. Oui, c'est un truc comme ça. Voilà. Est-ce que tu veux résumer Common Goal à part ça? Bah, je me rappelle pas comment ils se rencontrent. Alors, il y a une fête pour les fiançailles de Kip et Scott, non pas pour les fiançailles, pour Kip et Scott, un truc comme ça. Et Kyle rencontre un Silver Fox qui va bientôt être à la retraite, le goal de l'équipe des Admirals de New York, l'équipe de Scott Hunter. Il l'a déjà vu parce qu'il vient souvent à son bar gay en soutien à Scott Hunter depuis qu'il a fait son coming out, qui est la fin de Game Changer, spoiler. Et du coup, il commence à flirter avec lui, puisque c'est un barman dans un bar gay et qui flirte avec tout le monde, sachant qu'au début de l'histoire, Kyle, il se remet de son crush sur Kip en se disant, bon, bah, j'avais un crush sur Kip, on le voit. Il est encore un crush sur lui parce qu'il est sad de le voir avec Scott quand même. Ouais, mais il s'en remet parce qu'il commence à faire son deuil en se dire, bah, vraiment, ça va pas se faire, voilà. Ils vont se marier, donc. Voilà. Du coup, il flirte avec lui et ça commence à être intéressé l'un par l'autre. Et au début, il y a cette espèce d'arrangement de Eric, le Gaul, qui dit, c'est la première fois qu'on a un Gaul aussi, il n'y en a pas eu d'autres dans la série, qui dit à Kyle, je suis nouveau dans la communauté gay, est-ce que tu peux m'apprendre comment draguer des gars?
Et Kyle est comme yes, faisons ça, allons à un barguer ensemble, sauf que finalement ils se pécho entre eux et ils commencent à faire du sexe avec une des obsessions de Rachel Reed. Je m'en suis rendu compte en lisant son smut sur plusieurs trucs. Elle l'a pas fait dans Tough Guy, mais vraiment elle adore le edging. Du coup elle en fout partout. Et du coup c'est vraiment du sexe avec beaucoup de edging. Le edging, si vous ne savez pas ce que c'est s'arrêter juste avant de finir et refaire ça plusieurs fois jusqu'à finalement s'autoriser à finir. Personnellement, je pense que ça ne marche pas du tout avec tout le monde, mais sur eux, ça marche très bien, et ils adorent, et tous les personnages de Rachel Reed baisent un peu de la même façon, c'est ça qui est un peu triste Ouais, à mais dire. là c'est vraiment exacerbé, genre c'est vraiment leur truc et il y a vraiment un focus dessus. Et dans les autres, c'est présent mais en mode un peu plus discret et un peu moins officiel. Enfin, alors que là, c'est vraiment dit qu'ils vont faire ça, etc. Machin. Mais par contre, ils se crushent mutuellement dessus dès le début, mais ils sont en mode il y a une différence d'âge, c'est mort. Ouais, sachant que Kyle, qui est un personnage très intéressant, c'est un de mes préférés, il a une histoire où en fait il a dû quitter son endroit natal parce qu'il a été embauché dans une firme quand il avait genre 18 ans, 19 ans, et il a été groomé par son patron. Donc il y a vraiment cette espèce de distinction entre le grooming et les relations avec un écart d'âge, et c'est pas la même chose, et ça je trouve ça très juste, et donc ça m'énerve beaucoup quand les gens disent l'écart d'âge c'est mal par essence, parce que là on nous fait clairement la distinction, et que je suis désolé, quelqu'un qui a 25 plus a tout à fait le droit de sortir avec quelqu'un de plus âgé. Je pense qu'il y a des situations compliquées, etc., etc., mais qu'à partir de 25, tu peux commencer, enfin, moi, c'est le moment où j'ai commencé à ne pas appeler ma mère à chaque fois que je faisais mes papiers administratifs, en fait. Je trouve que c'est le moment où tu deviens un peu un vrai adulte vers 25 piges. Je pense que ça dépend vraiment des situations et qu'il pourrait avoir du grooming avec une différence d'âge à 25 ans, Oui, c'est vrai. comme il pourrait ne pas en avoir. Ça dépend vraiment. Et je trouve que le fait que Kyle il vienne d'une famille riche et enfin, il est quand même un peu riche par extension. Enfin, je veux dire, il vit dans un appartement qui est payé par ses parents. Enfin, je veux dire, enfin, ses parents possèdent un appartement dans lequel il vit. Euh, donc, au niveau monétaire, la différence d'argent est pas. Oui, évidemment, l'autre, il est vraiment pété de thunes, mais je veux dire, ils sont tous les deux dans la richesse, quoi. C'est pas comme dans Game Changer où il y en a vraiment un qui est pauvre et un qui est genre multimilliardaire, quoi. Hmm. Donc, t'avais fini ton résumé? Ouais, à peu près. Enfin, tu vois quelque chose à ajouter? Ah si, bah, et du coup, ils sont aussi liés au départ par une passion mutuelle, une passion partagée pour l'art, ce qui a été piqué dans Game Changer, où ils font que Kip effectivement, il aime l'histoire de l'art, mais il aime pas l'art en soi, mais ils font une séquence dans une galerie, alors que ce serait plutôt un truc de Kyle et Eric. D'ailleurs, pas dans Game Changer, dans la série Heated Rivalry, ils ont un peu piqué des trucs du couple de Common Goal pour l'appliquer à Game Changer, parce que le couple de Game Changer, c'est le premier couple et ils ont pas beaucoup de caractère. Hmm. Et par rapport à la différence d'âge et tout, ça prend beaucoup de place le fait qu'ils, enfin, c'est la raison pour laquelle ils se mettent pas ensemble à la base et pendant longtemps. Et je trouve que ça permet aussi de se dire que c'est pas du grooming, quoi, puisque il y a vraiment, il y a vraiment pas de tentative de l'autre qu'ils essayent de se mettre ensemble. Ils essayent de tout faire pour qu'ils se mettent pas ensemble à cause de ça, justement, Eric Le Gaulle. Bon, bah, justement, quand il apprend l'histoire, le passé de Kyle, il est comme ah, il a un pattern. Enfin, c'est vraiment un truc sale qui est en train de se passer. En fait, il se pose beaucoup des questions, alors que bon, je pense pas. Bon. Écoutez, de toute façon, les situations de grooming c'est complexe, mais là, clairement, en tout cas, il y a tout. Rachel Reed a mis tous les éléments en place pour qu'on se dise pas c'est du grooming, c'est sale, quoi. Hmm. Je le mettrais juste en dessous du rouge. Le Miracle on Ouais, Ice. on a vraiment une unpopular opinion. Celui-là, on l'aime bien. Il y a de la tension tout du long, il y a du pining, et voilà. Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé hilarants aussi parce que Eric, il adore faire du yoga et, et il a genre une espèce de studio au yoga en haut. Et il y a un moment donné où Eric, il a dormi chez lui pour X raisons et il le cherche et il arrive et l'autre, il est en train de faire une espèce de super pose de yoga. Enfin, en fait, je voyais trop la scène cinématographique et vraiment, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça hilarant. Euh, et, euh, et certes, elle aime beaucoup le edging et tout, mais je trouvais qu'il y avait quand même de la créativité dans le sexe de celui-là, malgré tout, par rapport à d'autres scènes de sexe. Ouais, Euh, après, moi, je trouve, c'est un truc que je lui reprocherais, c'est que vraiment, ils ont tous les mêmes parties sensibles. Il y a aucun personnage qui est plus sensible ou moins sensible d'un endroit ou d'un autre. ouais, Genre, je trouve qu'ils baissent tous pareil, et ça m'embête un peu parce que, enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans l'exploration du sexe, outre le fait que c'est développer l'intimité entre deux individus, ils ont tous un peu le même dirty talk, sauf du coup les personnages de Tough Guy qui sont un peu plus raffinés et de Common Goal aussi, parce qu'il y a un peu plus des dynamiques de pouvoir en jeu et tout. Mais genre,
le sexe, c'est une manière d'explorer qui on est aussi à travers ce moment intime, et je trouve ça triste quand c'est pas caractérisé, enfin, ouais. Ouais, dans Tough Guy, il y a le truc que il y a Ryan qui jouit très difficilement et Fabian qui jouit un peu trop vite, enfin entre guillemets, hein, voilà, selon lui. Donc quand elle met des petites caractérisations comme ça, c'est vrai que c'est chouette, mais c'est vrai qu'elle elle le fait pas beaucoup. Et ils ont pas genre une pratique sexuelle qu'ils aiment beaucoup, qu'ils aiment pas du tout, un truc qui les dégoûte. Il y a pas trop ça. Il y a un peu par-ci par-là, mais pas beaucoup. Ouais. C'est dommage, je suis d'accord. Ouais, c'est dommage. Nous passons au préféré de tout le monde qui nous a J'ai chaud, déçus. aussi chaud. Role model. Veux-tu le résumer? Euh, Il m'a pas tant déçu que ça. Oh, moi, il m'a déçu. Mais c'est parce que tout le monde avait overhypé en mode role model, c'est trop bien, role model, c'est trop bien. Je veux-tu le résumer? Ah oui, enfin, en fait, il y a des aspects que j'ai aimés et des aspects qui m'ont déçu. Alors, j'ai oublié les noms des personnages par contre. Trent, le brun, et Oui, Harris, oui, ok. le CM, le community Bon, c'est manager. Trent qui est un peu un connard à la base, qu'on a déjà vu plus ou moins dans d'autres bouquins, dans le fond de la salle. On l'a vu dans Tough Guy parce qu'il était dans l'équipe de Ryan Price, qui est du coup l'équipe de Toronto à la base. Voilà, qui est bestie avec un gros mascu, homophobe, probablement raciste, voilà, etc. Misogyne et tout. Et le début de rôle modèle, c'est lui qui déboule dans une nouvelle équipe parce qu'il s'est plutôt plus ou moins fait remercier de son équipe précédente parce que son meilleur pote s'est fait accuser d'agression sexuelle slash viol par plusieurs femmes qui l'ont dénoncé sur les réseaux et il a pris la défense des meufs et en fait il a engueulé son pote il y a eu une vidéo qui est devenue virale et évidemment c'est lui qu'on a évincé et en fait du coup il va avoir un truc avec le mec qui s'occupe des médias de l'équipe un peu nulle dans laquelle il se fait trade. Euh, voilà. Alors, ça c'est le truc de base et après on peut dire notre avis. Ouais, si tu veux. Veux-tu donner ton avis en Oui, je veux premier? bien donner mon avis. J'ai été très déçue par le traitement qui a été fait justement du fait que bah, lui, il était plutôt du côté masculin de la force à la base. Euh, Comment il a défendu les meufs, enfin tout son arc par rapport à ça. J'ai pas trouvé que c'était hyper bien fait. C'était un peu simpliste. Euh, Enfin, à la base, c'était quand même vraiment son meilleur pote, l'autre et tout. Et je sais pas. Il y a des trucs qui sont un peu faciles à mon sens. Il y a une seule séquence où il y a un peu de nuance avec ça, c'est quand il le revoit sur la glace et que le mec est limite en larmes et lui fait mais on était meilleurs potes et il comprend vraiment pas qu'il s'éloigne. Et c'est là que j'étais comme ah il a vraiment cru qu'il y avait une connivence masculine avec lui et tout. Enfin, c'est le moment où je me suis dit ah il y a un truc, il y a des émotions qu'on autorise aux méchants. Mais je trouve que Rachel Reed a à la fois peur du conflit, enfin elle l'évite soigneusement dans beaucoup de ses fictions parce qu'elle ne veut pas montrer ses personnages sous un jour mauvais. Donc là, on a Trent à partir du moment où il a déjà changé d'avis, où il a déjà décidé qu'il allait laisser tomber son pote parce qu'il était accusé de. Et il fait tout parfaitement ensuite, alors qu'il aurait pu faire un truc où il se foirait parce que, tu sais, il pense bien faire, mais en fait, il fait pas le bon truc parce qu'il est pas hyper renseigné. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un truc un peu humain, et en fait, il fait tout bien, quoi. Moi, si je devais script doctorer, je le ferais vraiment merder, mais de façon horrible, au sens où je dirais qu'il essaie de contacter les victimes pour leur demander est-ce que c'est la vérité et pour essayer de l'évaluer lui-même, quoi. Ce genre de truc que par réflexe tu fais, quoi. Mhm. Ça m'aurait intéressé de le prendre à ce moment-là, au moment où il changeait d'avis. Mais c'est pas ce qui intéresse Rachel Reed. Elle écrit de la romance, ce ne sont pas les conventions du genre. Effectivement, ce n'est pas ce que les gens attendent, ce qui fait que le livre a quand même bien marché. Mais moi, j'ai trouvé ça très décevant parce que clairement, she bit bigger than she can chew. Elle a mordu plus gros qu'elle ne pouvait mâcher. Elle va sur une thématique qu'elle ne peut pas aborder avec subtilité et avec, comment dire, même intelligence, parce que du coup, je dis pas qu'elle est pas intelligente évidemment, je dis juste que du coup c'est extrêmement manichéen, qu'il y a juste un mec méchant et un mec gentil parce que il est gay et il est redeemed par le fait que d'un seul coup il fait tout bien. On ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas comment. Surtout qu'il a un père turbo homophobe et à côté sa mère, vu qu'elle est parfaite, elle a tout de suite la bonne réaction. Enfin, jamais les personnages n'évoluent. En fait, ils ont soit la bonne réaction parfaite tout de suite, soit ce sont des grosses merdes qu'on jette à la poubelle. Il n'y a pas de zone grise. Mm. Et c'est dommage, c'est intéressant. Les humains, ils sont souvent dans des zones grises.
Voilà et du coup Harris, donc son intérêt amoureux, c'est un peu le sunshine, c'était intéressant parce qu'il est censé être, un peu gros. Ouais, c'est le seul qui est décrit comme un peu gros, donc ça fait plaisir puisque pour le coup on est que sur des types de physique extrêmement idéalisés, alors que pour avoir regardé les joueurs de hockey, il y en a certains que c'est pas juste des mecs en sèche tout le temps quoi. Faut être un petit peu épais pour tenir dans ce sport, je pense, et pas seulement musclé, vous voyez, avec un peu de graisse dessus pour tenir quoi. Parce que dans les faits, si tu es en sèche, tu n'es pas très physiquement fort. Il faut le rappeler. Ce n'est pas parce qu'on voit tous tes muscles que tu peux te taper des gens sur la glace pendant des heures. Et qui est assez positif. Il y a un chien. Ouais, c'est le Il moment où a elle une commence à grande mettre des chiens dans ses histoires et après elle va plus arrêter. Je pense que c'est le moment où elle a adopté un chien et du coup après il y a que des chiens et il a une famille, une grande famille aimante, ouais, etc. qui font des pommes. Enfin, ils ont un truc de pommes et Oui, tout. de cidre, je sais plus. Ouais. Le personnage est plutôt mimi. Et je pense que tout le monde est obsédé par ce personnage parce qu'il y a beaucoup de meufs qui genre ont soit doivent gérer leurs réseaux sociaux, soit parce que du coup c'est des influenceuses qui parlent de ses livres, soit sont elles-mêmes community managers et du coup tout le monde obsède sur Harris parce que représentation des community managers. Non mais si, c'est ma théorie, je pense qu'il est si populaire à cause de ça. C'est possible. Non, puis aussi en vrai il est très mignon Et et il voit à travers. Je pense que c'est ça qui est charmant. Tu sais, il voit parce que quand il arrive, Trent, évidemment, la plupart des gens de l'équipe sont un peu en mode c'est un gars pas cool, personne n'a trop envie de traîner avec lui. Et alors sauf évidemment, Ilia, car il y a dans cette équipe oui, d'ailleurs. alors ça a aussi remis le livre, enfin, a ajouté du cachet au livre. Mais du coup, voilà, ils ont tous les deux vu un peu plus loin que. Surtout que Trent, quand il arrive, il est assez silencieux. Enfin, voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez mimi. Parce que oui, donc Et le l'équipe où il sexe, je me arrive. rappelle plus trop le Ah sexe. si, je vais parler du sexe. Mais du coup, il arrive, Trent, dans une équipe qui est censée être nulle, qui est du coup les Centaures d'Ottawa. Et c'est l'équipe où il y a étalé à la fin de Heated Rivalry pour se rapprocher de Shane. On en parle dans la série d'ailleurs. Et du coup, maintenant, il est dans les Centaures d'Ottawa et il est très frustré parce que le hockey qu'il joue, c'est un hockey de nul, c'est pas un hockey au niveau où il était avec les Boston Riders avant. Le sexe, c'est le premier couple qui switch visuellement, même si dans Tough Guy et dans Common Goal, c'est sous-entendu qu'ils peuvent switcher. Ah si, dans Game Changer, ils switchent aussi. Mais moi, c'est le premier livre où j'ai lu qu'ils switchaient, du coup, parce que j'ai lu Game Changer à la fin. C'est parce que dans Game Changer, il switch pas dans la série. Oui, c'est ça. Et si à un moment, il y a François Arnaud qui dit est-ce que tu peux me baiser, Oui, mais mais on le voit on pas. le voit pas. Les lâches, le lâche. C'est Jacob Cherney, il a décidé genre Scott c'est un top. Jamais il ne changera. Du coup, il a juste fait dire oh bah, est-ce que tu peux. Bref. Mais dans Game Changer aussi, ce que j'ai trouvé un peu chiant, c'est que vraiment, en fait, il y a une dynamique clairement qui est leur dynamique. C'est quand même Scott top où c'est montré comme plus spécial, plus intense et tout. Alors que dans Role Model, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que clairement Trent et Harris, quand il y en a un qui top, quand c'est Trent qui top, c'est comment dire, c'est très intense, c'est très hardcore et c'est intéressant parce que c'est caractérisé pour Ah le oui, c'est coup. vrai. Harris, il a eu une maladie, une opération cardiaque et du coup, il est vu comme ayant un corps fragile et du coup, il aime bien se faire malmener pendant le sexe. Ça, j'ai trouvé ça très bien qu'il y ait cette caractérisation là. Et ensuite, quand il switch, quand c'est Harris qui top et il est beaucoup plus en top, doux, qui prend soin et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que c'était vraiment aussi très bien caractérisé par rapport aux besoins de Trent qui a besoin un peu d'être câliné, qu'on s'occupe de lui et tout. Enfin, je trouvais que globalement le sexe était très réussi. Donc c'est vraiment mi-figue mi-raisin parce que d'un côté il y a des trucs vraiment top et des trucs vraiment genre Je le mettrais en Between the Leg. between the legs. Yes. Oup. The Long Game qui nous a aussi un peu déçus, donc qui est la suite des aventures de. Pour le coup, m'a pas un peu déçu. C'est la suite des aventures de Ilia et Shane. Mais on s'attendait à ce qu'on soit un peu déçus, parce qu'en fait, Heated Rivalry, on adore jusqu'au moment où ils se mettent ensemble et où ils se disent je t'aime, et où là, on se fait un peu chier, je trouve. Il y a des gens qui vivent pour ça, il y a des gens, c'est leur truc. Moi, ça me fait chier de voir Shane et Ilia heureux. Du coup, en plus, il passe, regarde comme le livre est épais, passe-le pour voir. Montre à côté de, je sais pas, de Common Goal. Regardez la bête. Il est énorme. Il a l'air plus gros quand même. Il est gros. C'est le plus gros. Voilà. Et il se passe plein de trucs où tu sens que
enfin, évidemment, on s'occupe plus de Ilya que de Shane parce que Rachel Reed a nié ça. Elle a dit, moi, je suis obsédée par Shane, c'est lui que j'ai créé en premier, et je prends le point de vue de Ilya, c'est un point commun qu'on a entre nous. Oui, mais en attendant, ton self-insert, tu t'en occupes plus que de Shane. Genre Shane, il a des gros problèmes dans la façon dont il s'alimente sur ce tome-là. Elle règle le problème comme ça, en mode il a décidé d'abandonner son régime et c'est bon. Elle dit non, mais il a pas des TCA, c'est juste un régime de sportif. Et je suis comme, excuse-moi, mais les régimes de sportifs sont extrêmement liés à des TCA. Le fait que les hommes ne reconnaissent pas qu'ils ont des TCA, c'est lié à cette espèce de truc de non, mais si je prends que des protes et que je me nourris de brocoli vapeur, c'est juste pour me faire de la gonflette. Enfin, bon, bref. Ouais, et puis surtout que, enfin, moi, j'ai déjà côtoyé quelqu'un qui a fait du sport de haut niveau, etc., et qui avait une diet, enfin, un régime alimentaire par rapport à ça. Et qui avait quand même genre le droit de une fois par semaine manger ce qu'il veut, ce que je trouve déjà horrible. Mais il y avait ce truc là de une fois par semaine tu peux faire un repas qui n'est pas ton régime alimentaire de base, et alors que Shane il peut même pas déroger une fois et bouffer une fois des pots frites ou je sais pas quoi. C'est impensable pour lui pendant tout le bouquin. Enfin genre C'est ça impensable c'est pour lui à pas Noël. c'est pas enfin si tu peux pas me faire même seulement un repas, envisager un repas et que tu te caches derrière c'est pour la performance sportive, non, un repas ça ne va rien changer. Et même si tu vois des diététiciennes et tout ça, tout le monde te le dira. Donc c'est pas juste un régime alimentaire, et ça c'est vraiment pas adressé. C'est juste à la fin il a genre une révélation en mode en fait la vie c'est important, cool, je remets je peux manger de temps en temps des frites et je sais pas quoi. Alors que, enfin non, ça c'était, ouais, ça m'a agacé. Ouais, donc elle a mal géré ça sur Shane, et Shane n'a pas du tout de développement. Shane, tout du long du film, il est comme tralalala, tout va bien, du livre. Alors que il est comme, j'en ai marre, je vois pas assez mon mec, je suis très frustré, parce que du coup, même s'ils se sont rapprochés, ils vivent pas ensemble, et je dois tout le temps me cacher, je ne peux pas être ouvertement avec lui, mon équipe est nulle, le hockey c'est nul, du coup, il va faire, mon pays me manque aussi, quelque part, parce qu'il est déraciné, du coup, il fait une thérapie avec une psy russe, et ça, c'était intéressant, mais c'est quand même genre, c'est le Ilya show, et Ilya est un des personnages les plus charismatiques, donc why not? Mais Shane à côté, c'est absolument terrible. Oui, mais même le moment où Shane il se rend compte que justement il a merdé, qu'il a pas vu certains signaux auprès de Ilia et tout, ça dure genre 10 pages. Ah ouais, Il c'était a terrible. un mini drama, il appelle sa mère en mode maman j'ai merdé et tout, et hop, finito, enfin non. En fait, j'aurais eu le livre du côté de juste Ilia, il serait au Miracle on Ice. Mais sachant qu'il y a énormément de pages avec Shane et où en fait il est juste en train de planer et il se rend compte de rien, et en fait enfin, je sais pas, juste il se passe rien, c'est pas que qu'il est en train de planer et tout, enfin il Moi, manque vraiment quelque chose. j'ai aimé un truc à la fin. C'est le tome où ils vont être. C'est la fin de la série. C'est son dernier livre de la série Game Changer, même si elle est sur un dernier livre. Je pense motivée par le succès de la série télé. Elle fait la suite qui va sortir l'an prochain. Mais c'est la fin, et à la fin, ils sont outés dans une situation assez rigolote. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir ça dans la série, ça va être marrant. Avec le personnage de Hayden, qui est un coéquipier de Shane, qui est un peu con, mais qui C'est est son meilleur pote, hein. son meilleur pote. Il est un peu con. Et du coup, les coéquipiers de Shane réagissent hyper mal. Et ça, j'ai trouvé ça bien, parce que c'est pas que j'aime voir le gars souffrir, mais j'ai aimé qu'elle n'évite pas le conflit. Que là, on nous montre un truc un peu en zone grise, notamment avec un de son deuxième meilleur pote, qui est le mec caribéen, là, comment il s'appelle? Je sais plus son nom, mais il apparaît dans la série. Il est joué par un très bel acteur d'ailleurs, et il réagit mal au début. Ça, j'ai trouvé ça cool. Oui, ça c'était bien, mais après il est trade dans l'équipe qu'il faut, enfin, et en fait non, ça on le sait pas. Si, on sait, Si, on Shane sait. Et va ça, c'est ensuite trop avec les facile, Centaures genre qu'il d'Ottawa. arrive à être dans la même équipe et tout. Ça, c'était une résolution trop facile. Yep, tout à fait, tout à fait. À côté, le sexe, il y a des scènes que t'as bien aimées, Oui. mais c'était chiant parce que souvent ils résolvaient leurs conflits en baisant. Moi, ça me dérange pas forcément. Enfin, en fait, ça me dérange pas que tu baises en étant un peu fâché et tout, mais il faut pouvoir adresser les trucs à un moment donné, vraiment en dehors du sexe, quoi, pour vraiment les. Bon, mais pouvoir vraiment en discuter. Franchement, je le mettrais en jaune, hein. No glove, no love. Ouais. Et c'est un des préférés des gens. Désolé, on a des opinions impopulaires. Tout le
côté d'Ilia, j'ai bien aimé. Même, je trouve que c'était pas si mal la façon dont elle a écrit la thérapie. La psychologue, elle est plutôt bien écrite, franchement, j'ai trouvé, sur les phrases qu'elle peut lui dire et tout. Parce qu'au début, je me suis dit, oula, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. C'est pas évident hein, d'écrire une thérapie, je pense. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal. Je trouvais que le fait qu'Ilia, il ait aussi peur d'être comme sa mère, parce que sa mère, elle s'est suicidée, parce qu'elle était en dépression, etc. Et que du coup, il a peur qu'il lui arrive la même chose. Enfin, il y avait des choses vraiment intéressantes du côté de Ilia, donc je comprends pourquoi les gens ont pu aimer le livre, mais je me suis fait chier à trop de moments pour le mettre plus haut, quoi. Yep. Je trouve qu'il y a un côté très fanservice aussi, genre Aiden il a des gamines et les gamines à un moment elles font un faux mariage avec des bagues en plastique avec Elia et Shane et moi j'ai trouvé les gamines trop mal écrites à ce moment-là. Je trouve que Rachel Reid a beaucoup de qualités mais elle ne sait pas très bien écrire les enfants. Tous les enfants sont horriblement écrits, c'est vraiment je vais dire, vous savez, les thérapies enfants, les enfants de fanfiction, les enfants de fiction, où, je sais pas, c'est souvent écrit par des gens qui soit sont trop jeunes pour être en contact avec des enfants et idéalisent la maternité, soit par des gens qui sont des mamans, justement, mais qui, je sais pas, qui idéalisent leurs enfants ou justement qui ont des enfants chiants, des enfants vrais. Moi, les enfants que je trouve intéressants et rigolos, les enfants qui vont te dire des vacheries sans y penser parce que tu n'es pas le centre de leur monde et qu'ils en ont rien à foutre. Elles font des enfants qui vont voir leur papa et qui sont comme bravo papa, tu es fatigué mais tu fais beaucoup d'efforts, je le vois. Et t'es comme tu as 5 ans. Tu n'es pas censé savoir que ton père fait des efforts pour toi. Tu n'es pas censé en avoir quelque chose à foutre. Ça m'énerve. Et là, vraiment, que les enfants aient leur sagesse et voient tout de suite qu'ils sont en couple, etc., etc. J'étais vraiment comme, vous êtes littéralement élevés dans une famille hyper hétérosexuelle, en contact que avec des gens hétérosexuels. Ça n'a aucun sens. Bref. Oui, surtout qu'ils sont pas out auprès d'Aiden à ce moment-là, ils gardent juste les gamines. Si, ils sont out auprès de Hayden. T'es sûr? Ouais, ouais. Ah ok, pardon. Je me suis embrouillée alors. Hmm. Parce que je pensais que c'était une sorte de secret encore. Non, À ce non, moment-là, il y attends. a ce truc de c'est le secret. C'est le secret, mais pour le reste de l'équipe, mais Hayden, c'est le seul qui sait. Mais aux enfants. Aux enfants, oui, ils sont pas out auprès des enfants. Ah ouais, c'est ça. Bon voilà, désolée. Désolé. Du coup, après ça, cette série du coup qui s'est achevée en 2022, on a deux autres livres de romances de hockey qui sont sortis, dans lesquels elle a un peu développé d'autres thématiques. Bah, notamment, je trouve que The Shots You Take, elle reprend des thématiques qui sont dans Tough Guy et des thématiques qu'on trouve dans d'autres livres parce que elle va parler de la question du coming out, de la célébrité, etc. etc. Mais on va commencer par parler de Time to Shine, que je n'ai pas lu, donc ça va être le Time to Shine de Maury, qui va prendre le micro et parler seul. Alors, asseyez-vous. Il est assez populaire et il a été détesté. Moi, j'aurais peut-être tempéré, mais je ne l'ai pas encore lu. Non, alors en fait, le problème de ce livre, c'est qu'il m'a trahi. D'accord? Il m'a trahi. Donc, c'est-à-dire que je l'ai ouvert, j'ai commencé à le lire, je t'ai dit, franchement, ça va être un de mes préférés. Il va être classé comme Tough Guy. Genre, il a vraiment les bons ingrédients, les personnages, j'aime trop l'idée, j'aime trop la dynamique, j'aime ce qui va essayer d'être. Je vous ai pas raconté l'histoire. Attendez, je recommence. Je vous raconte l'histoire. Donc, c'est l'histoire de, j'ai oublié tout à fait comment il s'appelle. Landon et Casey. Ah voilà. Et donc, Landon, c'est un Gaul qui... Ah, on a un deuxième goal. Oui. Moi, j'aime trop les goals. C'était la position que j'aimais bien faire dans les sports d'équipe comme ça. C'est un Gaul qui va être pris dans une équipe du NHL alors qu'à la base, il est dans les trucs moins forts que les NHL. Parce que genre une ligue semi-pro. je sais pas, le truc en dessous, parce que le goal de la, enfin il y a toujours deux goals, mais il y a un des deux goals du coup de la NHL qui s'est blessé et du coup il est pris pour le remplacer. Donc il sait que ça va être temporaire, etc. C'est un peu, il est un peu taciturne, on va dire, mais il peut être piquant. Mais il arrive et il est plutôt discret parce que bon, voilà, il va pas rester longtemps et c'est un goal assez talentueux. Et en face, on a Landon qui est vraiment genre le petit sunshine. Il est hyper charismatique, il est hyper easygoing, il va parler à tout le monde, mais aussi il veut pas rester seul. Il aime pas rester seul, il veut toujours être avec des gens et il a un peu la réputation d'être bête parce que il a plus une intelligence
émotionnelle et comment dire, sociale qu'une intelligence académique, on va dire, ou de culture générale, etc. Et il a son secret, dark secret, c'est qu'il a peur du noir. Et que ça, personne ne le sait. Et donc, du coup, il aime pas être tout seul, il aime pas dormir tout seul, il a hyper peur d'être chez lui. En plus, il a acheté une grosse baraque avec plein de fenêtres. Quelle idée, mais bon. Voilà. Et donc, quand London arrive, il est en mode hey, tu veux pas venir, si tu veux, tu cherches, parce que quand ils sont trade comme ça et qu'ils restent pas longtemps au même endroit, parfois ils restent à l'hôtel, en fait, les joueurs, et bon, c'est pas hyper agréable d'être soit à l'hôtel, soit dans les espèces de maisons hôtels, c'est quand même. Bon. Du coup, il est en mode bah, si tu veux, en vrai, j'ai 1500 chambres chez moi, si tu veux, sois hébergé chez moi. Et London, il est gay, il a plus ou moins conscience d'être gay, mais il n'est pas tout à fait sûr, et surtout, il est vraiment pas très sexuel. Euh, donc j'étais en mode franchement hyper intéressant. Genre on va avoir un peu le spectre de la sexualité. J'aime bien l'idée du un peu grumpy, un peu voilà, un peu piquant, l'autre un peu drôle, hyper facile. Enfin comment dire avec des très bonnes skills sociales. Il y a aussi le truc que London, il a une très très grosse, voilà. Je sais pas si après on est censuré si on dit les mots, donc. Il est bien membré. Il est très très bien membré. Et lui, il est un peu en mode, mais non, pas du tout, c'est normal. Et l'autre, il est en mode, non, je t'assure, elle est vraiment grosse. Donc voilà, franchement, il y avait plein d'ingrédients pour me plaire. Donc j'ai aimé aller, je pense, peut-être la première moitié. Franchement, j'étais vraiment in et tout, j'étais vraiment contente. Et en fait, il y a beaucoup de trucs qui m'ont déçu. Déjà, il y a un espèce d'énorme build-up quand même sur le fait que Casey, il a peur du noir. C'est vraiment genre son dark secret qu'il a jamais dit à personne. Évidemment qu'il y a un moment donné où, comme ils se mettent à habiter ensemble, l'autre il crame qu'il a peur du noir et tout. Mais du coup, à partir de ce moment-là, c'est en mode bon, ok, on s'en fout quoi. Bon, voilà. Pareil, le fait qu'il est un peu vu comme idiot, etc., que ce soit par ses coéquipiers ou par sa famille, c'est vite fait un peu adressé, mais pas plus que ça. Enfin, il y a juste un moment où Landon, il est en mode non, mais en fait, t'es pas idiot, genre t'as des super bonnes skills sociales et ça, c'est de l'intelligence. Enfin, je sais pas, il lui dit un truc, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, on me dit pas dans sa famille STP et SVP, arrêtez de me traiter comme si j'étais le plus con des cons. Il y a un de ses coéquipiers à un moment donné qui lui dit un truc aussi, je crois, mais c'est trop bref. Comme d'habitude, c'est trop bref. Pour le côté asexualité, je suis un peu partagée parce que, en fait, donc à partir du moment où ils se crushent dessus et à partir du moment où ils couchent ensemble, après, ils ont tout le temps envie de coucher ensemble. Donc je veux bien qu'il y a des personnes ace qui ont besoin, genre, d'avoir une connexion émotionnelle avec des gens et qui après, sont plutôt, enfin, aiment faire du sexe avec cette personne-là en particulier et tout. Donc je sais pas si ça m'a dérangée en soi, mais je trouve que du coup en fait, c'était beaucoup dit au début qu'il était vraiment en mode je suis pas sexuel et tout, et après ils ont aucune discussion. Euh... Tu veux dire un truc Ouais, par rapport à juste, ça? ça me fait penser à Tough Guy, en fait, où la question du fait que Ryan Price n'arrive pas à jouir, c'est dit au début, c'est lié à ses angoisses, et il continue à être angoissé après, mais vu qu'il est avec Fabienne, il y arrive. Et moi, ça m'énerve, parce que ça m'a un peu énervé, parce que, bah, quelquefois, il y a des difficultés sexuelles dans des couples qui s'aiment, et l'amour ne résout pas tout. Et du coup, ça, à chaque fois, ça présente systématiquement le fait qu'ils arrivent à faire des trucs comme il faut, comme bah, l'aboutissement de leur amour. Et moi, je suis comme, mais dans les faits, ton amour peut aboutir, mais tu peux toujours avoir des problèmes avec ton éjaculation, quoi. Enfin bref. C'est clair, et c'est pas forcément un problème par ailleurs, mais et en fait il y a plein de trucs comme ça où en fait on voit plein de trucs qui auraient pu être des petits bumps sur la route, des petits trucs où il y aurait des discussions, où il pourrait avoir du conflit, où il pourrait avoir de l'incertitude, où il pourrait avoir une tension même si c'est pas un conflit. Et en fait c'est pas le problème qu'il y ait que ça aille bien, parce que parfois c'est bien que les choses se passent bien, mais c'est le problème que tous ces trucs-là se passent bien. Donc c'est l'accumulation. Là, je vais vous donner des exemples. Isolés, ça me dérangerait pas forcément. Ça pourrait être même une bonne représentation, que ce soit pas un problème justement, mais ajouter les uns aux autres, ça va déranger.
Donc, par exemple, à un moment donné, t'as Landon qui dit, par contre, je crois que, genre, par derrière, pareil, je sais pas si on a le droit de dire le mot, mais c'est, c'est, je crois que c'est pas mon truc et tout, désolé. Et pour lui, c'est vraiment, comme il pense que les gays, ils font tout le temps ça, il est vraiment, moi, ça va être un huge problème. Et t'as Casey qui est en Les mode, sides existent. et t'as Casey qui est en mode, ah ben, t'inquiète, de toute façon, c'est pas tellement mon truc à moi non plus et tout. Donc, ok, cool. S'il y avait juste eu ça, ça aurait pu être bien. Mais comme c'est dans le truc global qu'il y a pas de soucis jamais, c'était un truc de trop. Pareil, au final, il dit, moi, je peux aimer de temps en temps, etc. Mais si tu veux, je le fais devant toi et toi, tu regardes. Et en fait, du coup, j'étais en mode, alors tu lui dis que c'est pas trop ton truc et après, tu lui fais un show en mode, j'adore me prendre un truc par derrière. Donc, la cohérence, je sais pas trop. Mais bon, par exemple, j'ai aimé voilà, qu'il y en ait un qui regarde, l'autre qui fasse. Intéressant, bon, ça change un peu de d'habitude. Pareil, il y a l'idée, enfin, il y a la question quand même du fait que, bah, au bout d'un moment, ils se mettent ensemble, etc. Mais en fait, le Landon, il n'est pas pérenne dans l'équipe, puisqu'il remplace quelqu'un qui, du coup, va guérir. Et en fait, il retourne dans son équipe, et comme par hasard, après, il y en avait un qui était vieux et qui se reblesse, et du coup, il y retourne. Enfin bon, voilà, résolution hyper facile. Et même, enfin, du coup, Landon, il est un peu, au moment où doit retourner dans son équipe, il est en mode, bah, du coup, on peut pas être ensemble parce qu'on peut pas être à distance et tout, ça va pas marcher, je vais pas te faire ça à toi et tout. Mais la tension est trop, enfin, il y a pas. En fait, ça dure pas assez longtemps, c'est pas, ça a pas, c'était même pas très bien fait, je trouve. Euh, et, Tu en as gros. Ouais, enfin, en fait, vraiment, la deuxième partie m'a vraiment ennuyée parce que tout se passait trop bien, tout était trop simple. Je me suis vraiment trop sentie trahie parce qu'on m'avait mis des petits ingrédients comme ça en mode viens, viens, tu vas adorer, ça va être trop chouette, viens, on va bien s'amuser, ouh là là, qu'est-ce que ça va être cool, pour après me faire cela. Voilà, mais je sais que des gens ont adoré. Ah oui, parce que c'est aussi, ça c'est aussi le hockey si jamais le hockey n'était pas homophobe, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème, genre comment dire, Casey, il est out, bisexuel out, il y a pas de souci, il y a pas d'homophobie, etc. Bon, ça, pourquoi pas? Ça aurait pu être un parti pris on imagine un monde où c'est pas ça la question, voilà. Mais ajouter au fait que déjà il y a jamais de problème entre les deux et tout, voilà. Mais au début j'ai aimé parce que du coup Casey il est un peu en mode ah non je le kiffe mais clairement l'autre il take aucun hint, il se rend pas compte et lui aussi il kiffe l'autre et j'aime bien ces moments là tu vois où ils se kiffent mutuellement et en fait ils s'en rendent pas compte, il y en a un qui est en mode non mais il me kiffera jamais et puis de toute façon c'est pas son truc et puis machin truc bidule. Donc voilà, et la seconde partie ça m'a perdu complètement, donc je sais pas où le mettre parce que c'est vraiment vilain de le mettre tout en bas, Ah, mais en même mais temps. il m'a tellement trahi que je suis presque d'accord pour le mettre tout en bas. Bon. Tout en sachant quand même qu'il y avait vraiment plein d'ingrédients et plein de trucs que j'aurais vraiment aimé voir bien fait dans un bouquin et que c'est quand même cool qu'il existe. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui étaient trop contents qu'il y ait de la représentation Ace, voilà. Mais moi, je trouve que, en fait, vu que ça n'a pas été discuté et tout, bah, ça perd un peu, quoi. Voilà. Mon rêve est terminé. Mais bon, il aurait pu être peut-être en jaune. Voilà. Il est en semi-jaune, quoi. Ouais. C'est pour remplir, c'est pour esthétiser. Oui, voilà. Parce qu'en vrai, c'est à peu près pareil que The Long Game en termes de jeu. Mais c'est juste que The Long Game, je me suis sentie moins trahie. Parce que dès le début, c'était comme ça et ça a juste été pareil tout le long. Alors que Time to Shine m'a vraiment trahi. The Shots You Take, son dernier, avant du coup le prochain de la série Game Changer. C'est. On sort du hockey un petit peu, mais on y est quand même. C'est Il y a un deux. chien. Ah mais oui, il y a des chiens partout. Du coup, il y a des chiens dans Role Model, dans The Long Game, ils adoptent une chienne. Et là, du coup, il y a un chien, Lucky, elle passe son temps à décrire Lucky, ça m'a fait chier. Genre, je suis comme, j'adore les chiens. Mais en fait, la façon dont elle les décrit, c'est vraiment juste, le chien fait ça. Il y a rien d'amusant en fait, genre si tu décris un chien, faut faire quelque chose d'un peu rigolo. Enfin, moi j'ai été hyper marqué par Malika Ferjouk dans un bouquin jeunesse, mais les livres jeunesse, je suis désolé, souvent ont des styles beaucoup plus travaillés que les livres adultes parce qu'on ne leur laisse rien passer. Et Malika Ferjouk avait décrit des deux chats en disant qu'ils avaient les chines hérissées et qui ressemblaient à deux comment ça s'appelle, les vélociraptors. J'avais trouvé ça hilarant. Enfin, tu vois, si tu décris tes animaux comme ça, et en plus, c'est vrai que des fois, tes chats, ils font des trucs de zinzin. Enfin, ils ressemblent à des loaves, ils ressemblent à des poulets, ils ressemblent à. On dirait qu'ils font de la pâtisserie, enfin, qu'ils malaxent une pâte, enfin, que des trucs comme ça, c'est rigolo.
Donc bref, le chien est décrit de façon extrêmement basique. Le qui fait ça, le qui les attend, le qui machin. Bon, bref. On commence l'histoire. Attendez, je vais juste mon point, j'ai gagné, il fait... Ah, j'avais gagné, il faisait 32,3 et maintenant il fait 32,4. On a été dépassé par la température. Mais il fait chaud. Ouh là là, c'est parce que on a parlé de romance. Alors il fait tellement chaud. Non, en vrai, on est en train de souffrir. C'est le réchauffement climatique. Merci Total. Merci le lobby des énergies fossiles. On adore. Merci les milliardaires avec leur jet privé. On ne parle pas de milliardaires. Du coup, c'est une histoire qui se passe en Nova Scotia, la région dont est originaire Rachel Reed. Elle adore cette région, elle la met en scène. Je crois que Toronto est pas loin, puisque en fait, c'était l'équipe de Toronto dans laquelle étaient les deux mecs, mais du coup, ce n'est pas l'équipe de Toronto de la série Game Changer, c'est une autre équipe de Toronto dans un autre univers où pareil, où on n'a pas eu le coming out de Scott Hunter. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'univers partagé Heated Rivalry, c'est qu'il y a eu cet élément fondateur du coming out de Scott Hunter qui fait que tous les autres personnages vont être impactés par ça, en fait. Donc c'est en ça que c'est intéressant d'avoir les romans liés. Là, on repart à zéro, on est dans un monde où il n'y a pas eu de coming out de joueurs de la NHL. Et du coup, on a deux quadragénaires qui font tous les deux plus de hockey. Donc on a, est-ce que tu peux me l'attraper pour que je me rappelle des noms des personnages? Ça va être tout en bas, je pense. C'est vrai que ça, pour le coup, c'était intéressant. C'était sympa dans la série de revoir des petits guests des persos des autres livres dans les autres. Et ça renforce chaque personnage. Enfin, ça, j'ai bien aimé. Donc, on a Riley, qui est du coup le roux. C'est trop mignon quand même. Mais il est décrit comme plus grand que l'autre qui s'appelle Adam. Et du coup, ça m'énerve que sur la couverture, ils l'ont fait en plus petit. Je suis comme, non, il est plus grand. C'est canon. Et c'est ça qui est intéressant. Donc. Oui, c'est parce que lui, il doit avoir ses skates. C'est vrai, je suis bête. Excusez-moi. Je pense parce qu'ils sont clairement sur un truc en pierre. Mais bon, bref, voilà. On va imaginer que c'est ça. Voilà. Bref. Donc, Riley vient de perdre son père. Et qui est-ce qu'il voit surgir à l'enterrement? Adam, son ancien coéquipier de hockey. Ils étaient tous les deux dans l'équipe de Toronto. Et du coup, Riley avait le rôle du mec qui protège les autres en se bagarrant. Et Adam était le joueur star de l'équipe et il formait une espèce de duo imbattable. Et ils étaient aussi un duo au lit, puisqu'ils avaient une relation sexuelle secrète qui évidemment était romantique, mais Riley a verbalisé ses sentiments, Adam lui a ri au nez, ensuite Adam s'est marié avec une femme, et ils étaient meilleurs amis, hein. Ils faisaient pas que coucher ensemble. Oui, ils étaient meilleurs amis, ils couchaient ensemble, mais Adam était dans le déni et Riley non. Sauf que Adam s'est marié et il a trompé sa femme avec Riley après avoir gagné la coupe de je sais plus quoi, la coupe ultime de la NHL. Ah oui, la grosse coupe. La grosse coupe. Tu vas me spoiler. Non, je te spoil pas tout. Pardon, j'essaie de pas trop spoiler. Toi, tu m'as tout spoilé. Oui, mais ça te dérange pas. Ça me dérange pas. Et du coup, comment dire? Il est resté dans le placard tout au long de sa carrière. Attends, j'en étais à autre chose. Adam et Riley gagnent la grosse coupe et au moment de célébrer, Adam utilise le fait qu'il est turbo bourré pour tromper sa femme avec Riley qui s'était juré de s'éloigner de lui, etc., etc. Suite à ça, Riley est trop blessé, il se fait changer dans une autre équipe. Là, il a des gros problèmes de santé mentale, une thématique qu'on retrouve dans Tough Guy. Et en plus, Riley est un roux qui est aussi comment dire, le même rôle que Ryan. Donc il y a des gros points communs entre Riley et Ryan. Ils ont en plus des prénoms qui sont très proches. Sauf qu'elle a décidé que les Twins c'était plus son truc et du coup elle a mis Riley avec Adam qui est un gros mec musclé aussi. Non, c'était parce qu'il faisait du hockey, je pense. C'est vrai qu'il y a les Twins sur glace. Il faudrait faire comment ça s'appelle, Icebreaker, c'est un sous-genre de romance de hockey, puisque c'est assez répandu, où c'est genre une patineuse artistique et un joueur de hockey. Et je crois qu'il y a ça en version lesbienne, mais il faudrait faire ça en version gay, ça pourrait être Mimi. Ce serait trop cute, j'adore. Ouais, si je m'y connaissais en hockey, je m'y collerais, mais je m'y connais pas et j'ai la flemme de me renseigner. J'ai néanmoins une amie qui s'y connaît extraordinairement bien en patinage artistique, ça pourrait être exploitable. Et d'ailleurs, un truc qui m'a saoulé dans Time to Shine, c'est beaucoup trop de hockey. Donc si vous aimez le hockey, c'est bien. Si vous aimez pas le hockey, faut se préparer au fait qu'il y a beaucoup de scènes de match. Je crois que tu l'as déjà dit. Non, je l'ai pas dit. Je te l'ai déjà dit à toi. Ah, c'est à moi que tu l'avais dit. Oui. Du coup, suite à ça,
Riley décide finalement d'arrêter le hockey, la même solution que Ryan Price, vraiment c'est un développement de ce personnage-là, parce qu'il doit prendre soin de sa santé mentale. Et il est vu un peu comme un déchet, un échec, etc. Alors que Adam devient une grosse star, et continue sa carrière flamboyante tout en vivant son hétérosexualité. Mais Adam est brisé parce qu'il a perdu son meilleur ami, mais aussi son âme sœur. Des années après, il fait, et ça m'énerve parce que ça n'a pas été montré alors que j'aurais trouvé ça intéressant, surtout que ça aurait montré, en fait, il y a un truc aussi dans Rachel Reed, et c'est un bon point comme un mauvais point, c'est-à-dire qu'elle ne montre jamais les femmes sous un mauvais jour. Il n'y a aucun personnage féminin qui est une connasse, à de très très rares exceptions. Je crois que la seule connasse, c'est genre la mère de les femmes de la famille de Fabien. Sinon, toutes les femmes sont parfaites. Toutes les femmes réagissent toujours parfaitement. Et du coup, c'est dit que quand Adam dit à sa femme, en fait, je suis gay, elle a une réaction, elle est mal, mais ce n'est pas montré. Du coup, on voit la femme de Adam comme une femme parfaite, parce que les femmes ne peuvent pas être autre chose que parfaites chez Rachel Reed. Et donc, après tout cela, il apprend que le père de son ex, de son de son ex meilleur ami est mort et il décide de se pointer à l'enterrement. Très bonne idée, mais il insiste. Évidemment, ils vont finir par reconstruire les choses. Mais il y a des très belles scènes de disputes qui étaient vraiment genre c'est les meilleures disputes avec celle de Tough Guy où j'étais comme ah là là, parce que personne a raison et tout. C'est vraiment les bons moments, je trouve, de Rachel Reed, c'est quand ils font des disputes et tu comprends les enjeux pour les deux parties. T'es en empathie avec les deux parties, mais juste c'est trop dur en fait. Et ça, c'est les moments où je me dis, ça ressemble à des moments que j'ai vécu dans ma vie, dans mes couples, et genre où je suis vraiment comme, genre j'ai mon petit poing serré, quoi. Je retiens mes larmes, c'est trop trop bien. Donc il y a de très 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 belles disputes, mais les gens vont vraiment nous prendre pour des non mais c'est normal de bien aimer le conflit quand on aime la fiction. Écoute, les conflits font la fiction. Il faut donner des obstacles à surmonter à ces personnages, que ce soit internes ou externes. Bref, je trouve que ça se résout un petit peu vite. On a aussi beaucoup d'enfants très mal écrits dans cette histoire. Des adolescents aussi, j'étais vraiment comme les enfants mal écrits. Shit. Genre quand elle écrit des adolescents, j'étais vraiment comme ça allait dans les camps de hockey que mais c'est parce qu'ils étaient décrits de loin, il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Ouais. Mais c'est quand on part sur des dialogues où elle ne sait pas les faire parler naturellement. Après, les adolescents, en fait, comment dire, leurs dialogues sont horribles, mais tu comprends un petit peu leur bail. Genre, la façon dont ils étaient décrits, il y avait des petits détails, c'était un peu rigolo, un peu mignon, il y avait, comment dire, une espèce de tendresse pour les trucs d'ado. Mais leur dialogue, j'étais vraiment comme, aucun ado ne parlerait comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont vraiment écrits. Peut-être les adolescents canadiens, on ne sait pas. Peut-être les adolescents canadiens parlent comme ça. Qui sait. Ça se trouve, elle est extrêmement juste pour écrire les enfants et les adolescents canadiens. Mais je ne connais pas d'enfants et d'adolescents canadiens, donc peut-être qu'elle est très douée. Moi, je pensais aux enfants et aux adolescents français et. Non, on est spéciaux, nous. Non, mais on connaît des enfants et des ados quand même. Enfin. Non, on est spéciaux les Français, je veux dire. Ah oui, les Français sont spéciaux, donc peut-être oui, c'est ça. Quand même, enfin, je trouve qu'il y a des adolescents plus ou moins bien écrits chez les Américains aussi. Bref. C'était une plaisanterie. Je sais, mais j'ai pris premier degré, c'est pas grave. C'est pas grave, la blague est gâchée, pardon. Non. Et du coup, ça prend quand même son temps pour résoudre le conflit, même si une fois qu'il est résolu, pareil, je me suis un peu fait chier. Je suis vraiment comme mais elle fait un peu durer. On est un peu sur un espèce de fil, un truc grisé. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que c'est son roman le plus maîtrisé, même si la relation de Tough Guy est mieux, parce que juste Fabienne est juste inégalable, quoi. Là, c'est un petit peu comme si elle avait shippé, disons, je dirais, il a un peu le type de de Trent. De Trent. Du coup, elle aurait shippé Ryan et Trent. Et je suis comme, esthétiquement, ça ne m'inspire rien. Mais c'est vrai qu'elle a un truc pour les roux avec les bruns aux yeux bleus, parce que t'as aussi un couple roux et brun aux yeux bleus dans Role Model, du coup. Sauf que là, elle dit, elle le dit vraiment très très timidement, elle est comme, oui, vu qu'il a 40 ans et qu'il a arrêté le hockey, il a un petit peu de ventre Je suis comme, est-ce que tu peux autoriser tes quadragénaires à avoir du ventre? Genre, s'il te plaît, girl. En plus, enfin, comment dire, je sais pas, c'est un peu de diversité, un peu de flavor. Genre, il y a un blocage avec les idéaux corporels qu'on a sur les athlètes et tout, mais je suis désolée. Mais en plus, c'est plutôt connu que quand tu fais du sport à haut niveau, enfin, en fait, quand tu fais beaucoup de sport et que tu stoppes et que tu en fais beaucoup moins, bah malheureusement, tu prends facilement du gras en fait après. Donc, ça semblerait logique, quoi.
well, non, il n'a pas le droit. Et son mec qui a arrêté le hockey il y a des années et qui tient un shop, mais court tous les matins, lui, il est absolument impec. Elle dit jamais qu'il va à la salle ou qu'il fait des sèches et tout, mais juste il est impec. Et j'étais vraiment comme réaliste. Le mec tient un shop. Enfin, Bah après, il a peut-être une bonne génétique, quoi. ouais, on va dire qu'il a une bonne génétique. Voilà, ce genre de truc, ça me saoule un peu. Voilà, c'est des petits détails qui m'en sortent, mais globalement, il était sympa. Je le mettrais dans Miracle on Ice. Allez. Ouh, j'ai hâte de... Parce que j'ai juste lu le début. Ouais, mais je pense qu'il va te parler. Mais quand même, du coup, c'est pas qu'on n'aime pas que les personnages soient heureux ensemble, c'est que il y a vraiment une façon de mettre de la flavor dans des persos qui sont heureux ensemble, Comme dans Tough Guy. voilà, et que elle a du mal à faire. Quand ces persos ils sont heureux ensemble, ça devient plat. Il manque quelque chose, je trouve. Alors que dans Mais Tough c'est Guy pas un avis partagé. et dans Common Goal, c'est assez bien quand ils sont heureux. Oui, c'est vrai. Parce que bah c'est pas plat. Je sais pas, il y a quelque chose. Ah, aussi pour dire, juste dans Common Goal aussi, le héros c'est un Goal, mais en plus, il est végétarien. Donc ça c'est vraiment comme, oui, plus de végétariens. Oui, ça c'était chouette. oui. Et bien voilà pour ce classement. Oui, parce que je décède, hein. Je suis désolée, mais j'en peux plus. Nous décédons, nous allons nous mettre par terre devant le ventilo avec un bac de glaçons devant. J'avais pas envie de toucher. Et ben, je vais diffuser ça et peut-être je mettrai en première, comme ça vous pourrez être sur le chat. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, faire tourner. Et donnez-nous votre top, s'il vous plaît. J'allais le proposer. Oui, mais j'ai le droit de participer. J'ai trop envie de connaître vos tops. J'espère que vous avez bon goût. On va juger vos goûts. Non, mais en vrai, n'hésitez pas à partager vos opinions plus en détail, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nous, etc., qu'on puisse discuter de ces bouquins, qu'on a hâte de voir débarquer en français. Là, du coup, il y a Game Changer qui est sorti en mai, et Heated Rivalry sort le 30, après un petit problème avec l'impression. Oh no. Oui, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon courage pour la canicule si vous regardez pendant la canicule. Et si vous ne regardez pas pendant la canicule, mesurez votre chance de ne pas être en canicule. C'est clair. Et suivez-moi sur les réseaux. Ciao. Bye bye.